Adrien Rosier, chargé d'études inventaire du patrimoine à la communauté d'agglomération Pays Basque et chercheur associé au service patrimoine et inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai la charge de la mission d'inventaire du patrimoine, mission qui est menée sur le territoire du Pays Basque, de la communauté d'agglomération Pays Basque, et qui est encadrée scientifiquement par la région Nouvelle-Aquitaine, notamment le service patrimoine et inventaire, qui finance 50% de la mission. Et l'autre partie de la mission est financée par la communauté d'agglomération, qui a la charge, elle, de mener la mission sur son territoire. Mon rôle, ça a été déjà de prendre compte de la commande qui m'avait été faite, à savoir de créer une liste patrimoniale qui permette de faire état des bâtiments qui sont des bâtiments patrimoniaux sur le territoire de la communauté d'agglomération Pays Basque. Alors le territoire de la communauté d'agglomération Pays Basque, c'est 158 communes. Sauf que dans ce cas précis, on m'a demandé de travailler sur les PLUI prioritaires, donc les plans d'urbanisme infracommunautaire, les plans qui permettent de créer la réglementation d'aménagement du territoire sur le territoire. Et donc la commande qui m'a été faite, c'est de produire une liste patrimoniale dans les PLUI d'Amicoussé, de Soule et de Sud-Basse-Navarre, ce qui représente un total de 108 communes. Mon rôle, ça a déjà été de prendre état de la commande. Ensuite, il a fallu y répondre. Or, la mission dont j'ai la charge, c'est une mission d'inventaire du patrimoine dont le but, c'est de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine, dans notre cas basque. Sauf que l'inventaire du patrimoine, c'est lié à des protocoles scientifiques qui sont assez stricts et dans le temps imparti, puisque nous évoluons dans un cadre contraint, moins d'un an, la commande, il fallait répondre à la commande en moins d'un an, il n'y a aucune méthode scientifique de l'inventaire du patrimoine qui me permettait de répondre à la commande en moins d'un an. Et donc, il a fallu trouver une méthode pour arriver à répondre à cette commande. La première chose qu'on a commencé à faire, c'est de se poser la question si moi je pouvais mener l'inventaire du patrimoine, ce qui n'est pas possible, puisqu'à une personne, 108 communes en un an, ça fait plus de 70 000 bâtiments à aller voir sur le terrain, donc c'était pas possible. Donc on s'est demandé si on pouvait faire appel à une communauté patrimoniale. Au début, on s'est demandé si on allait faire appel à l'ensemble de la société civile pour reconnaître à chacun le droit de désigner ce qui fait patrimoine pour lui. Sauf que, toujours à cause de ces contraintes de temps, c'était pas possible. Et donc on a choisi avec l'équipe PLUI, donc en charge des PLUI, de restreindre cette communauté patrimoniale aux élus. Alors pourquoi les élus? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est déjà parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux, que les élus sont associés à la démarche PLUI, et puis surtout, ils connaissent très très bien leur territoire. Et on leur a aussi posé la question parce que non seulement ils connaissent bien leur territoire, ils connaissent bien leur patrimoine, et aussi ils connaissent bien la vie de leurs administrés. Et l'objectif là, c'était qu'ils nous retranscrivent ce qui fait patrimoine à la fois pour eux, mais aussi pour leurs habitants. Et enfin, dernier élément dans lequel on a pu jouer, où la mission inventaire a pu jouer un rôle, après avoir déterminé la commande, la communauté patrimoniale, c'est quelle est la méthode qu'on va choisir pour répondre à cette commande territoriale. Et là, on s'est posé la question de quelle méthode d'inventaire, quel outil on va mobiliser dans les nombreuses méthodes de l'inventaire du patrimoine. On a choisi le recensement, qui est une méthode qui permet d'accumuler rapidement une petite somme d'informations sur un grand nombre de bâtiments. Et c'était exactement notre cas. Il fallait toutefois que la grille d'informations qu'on allait, compléter sur le terrain, elle convienne à la fois à l'inventaire du patrimoine, donc une base scientifique. On peut retourner à la source de l'information et le cas échéant la vérifier, qu'elle corresponde à ce que l'équipe lui souhaite avoir comme information, fonction, datation, matériaux, protection, état. Et puis il fallait aussi que les élus puissent s'en servir de cette méthode. Alors, en tant que chercheur qui participe à l'inventaire du patrimoine, la première chose qu'on peut dire, c'est que nous, on n'a pas de rapport avec le cadre réglementaire. Parce que nous, notre objectif, c'est de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine, mais pas forcément de le protéger. Et donc, on a rarement affaire à des éléments réglementaires ou à des mesures de sauvegarde, par exemple. On a demandé aux élus ce qui faisait patrimoine pour eux et leurs habitants, ce qui était lié à un héritage commun, mais on ne voulait pas le conditionner à cet aspect réglementaire parce qu'on avait peur qu'il y ait des craintes d'associer réglementation et patrimoine. Donc ça a permis aux élus et à ceux qui ont contribué avec eux de ne pas se mettre de barrière, de tout regarder. Et puis dans un deuxième temps, et c'est là où on en est actuellement en fait, l'équipe PLUI va retourner vers les élus, avec les listes patrimoniales, en leur posant la question de savoir ce qu'ils souhaitent, les éléments sur lesquels ils souhaitent associer une réglementation ou pas. Ce qui est important de retenir dans cette démarche-là, c'est que déjà, on s'est d'abord posé la question du patrimoine et on a d'abord posé la question aux élus. Ensuite, on s'est posé la question, on va se poser la question de la réglementation, c'est le temps dans lequel on est là actuellement. Et surtout, les élus ont la possibilité de ne pas associer de réglementation
aux bâtiments qu'ils ont recensés. Le choix de l'outil, il pose une question un petit peu centrale dans ce type d'exercice. On est dans un exercice où il faut qu'on parle à plusieurs acteurs différents. À l'inventaire du patrimoine, aux équipiers, enfin aux collègues des PLUI, aux instructeurs des PLUI, à ceux qui en ont la charge en tout cas, et puis aux élus. Donc il faut que ces outils soient partagés. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un langage commun et une méthode commune. Ça tombe bien, l'avantage de l'inventaire du patrimoine, c'est qu'on est fort pour ça. On a des thésaurus, on a des dictionnaires, on a des méthodes qu'on peut mobiliser qui sont partagées en ligne. Ensuite, sur le rendu graphique. Alors la première chose, c'est qu'on a une grille d'enquête qui est liée à une carte. Ça veut donc dire qu'on peut faire parler cette carte en fonction de ce qu'on a renseigné dans la grille. Je vous donne un exemple. Si jamais on veut que sur la carte de la commune de Tardets, on affiche tous les différents types de patrimoine qu'on a à Tardets, la carte nous permet d'afficher tout ce qui fait patrimoine en termes de fonctions à Tardets. Les maisons de bourg, le lavoir, la gare, tous les éléments en fonction de leur fonction sur la carte, mais aussi la datation, l'état, les matériaux de construction. Donc tout ce qu'on a renseigné dans notre grille, on peut le spatialiser. C'est un grand système d'information géographique qui porte sur tout le territoire et qui va moissonner toutes les informations territorialisées qui concernent le territoire. Il y en a un petit peu sur tout, par exemple le tourisme, l'aménagement du territoire. Et maintenant, on a une couche patrimoniale où les techniciens et les élus peuvent voir ce qui fait patrimoine pour les élus et leurs habitants dans notre cadre d'exercice, dans notre cadre de travail. Cette évaluation patrimoniale participative, elle fait peser un poids sur le dos des élus, parce que c'est quand même, il faut le rappeler. Sans les élus, on n'arrive pas au résultat qu'on a obtenu dans le cadre de cette évaluation patrimoniale participative. Mais seulement, pour qu'ils nous aident, il faut qu'on soit en capacité de les former, à la fois dans la manière de regarder le patrimoine pour le renseigner, et puis aussi les former à l'outil. Puisque le système d'information géographique, le SIG, tout le monde ne le manie pas, tout le monde ne connaît pas la manipulation de ce type d'outil. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par se demander si l'outil convenait aux élus. Donc on a mené une dizaine de tests avec des élus volontaires sur les 3 territoires concernés, donc je le rappelle, Amicoussé, Sud-Basse-Navarre et Soule, 108 communes au total. Donc on a échantillonné à 10% à peu près, un peu moins, du territoire, et on a fait des tests avec les élus pour voir si la manière de regarder le patrimoine convenait, si l'outil était facile d'utilisation, si jamais les résultats obtenus convenaient. On a fait les ajustements nécessaires et une fois seulement qu'on s'est assuré que l'outil convenait, on l'a déployé en formation auprès de la centaine d'équipes municipales qui allaient participer ensuite à l'évaluation patrimoniale participative. Donc on part de quelque chose qui semblait être compliqué, former une centaine d'élus à un regard entre guillemets patrimonial avec un outil qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, les élus sont plutôt bien débrouillés puisqu'on arrive à couvrir quasiment 80% de notre territoire avec 1802 bâtiments recensés. Le premier élément qu'il faut évacuer, c'est de se dire que l'évaluation patrimoniale participative, le recours au participatif, c'est quelque chose de compliqué. Et j'en tiendrai pour preuve quelques chiffres qu'on peut amener au regard de cette évaluation patrimoniale participative. C'est que si on prend le temps de travail agent, alors oui, effectivement, cette évaluation, on l'a menée sur une année. Mais si on prend le temps de travail nécessaire pour mener cette mission à bien, en termes de temps agent, c'est 3 mois de travail, en tout et pour tout, pour avoir de la donnée sur 108 communes. Alors, évidemment, ça demande beaucoup de travail aussi des élus, sans eux, on n'arrive pas à ce résultat-là. 108 communes et 1802 bâtiments recensés dans des communes où on avait peu d'éléments ou peu de données sur le patrimoine de ces communes. Ensuite, si on choisit d'investir une démarche participative, il faut vraiment s'assurer de la question qu'on veut poser à notre communauté patrimoniale et s'assurer qu'on n'attend pas une réponse précise. Si c'est le cas, alors il ne faut pas avoir recours au participatif, il ne faut pas s'en servir pour justifier une réponse qu'on a déjà dans la tête. Et ce qui est important aussi de préciser si on travaille sur le patrimoine, c'est de ne pas corréler forcément l'initiative participative à la commande qui est faite sur le patrimoine. Je donne un exemple précis. Ici, l'objectif c'était de renseigner le PLUI. Or, le patrimoine, ça dépasse de loin le PLUI. Donc à partir du moment où on demande un avis sur le patrimoine, il faut se mettre en capacité
de répondre à la commande PLUI, mais aussi de rendre accessible la donnée si on veut faire des études scientifiques derrière, si jamais le tourisme veut s'en saisir pour faire des circuits de randonnée sur les édifices patrimoniaux d'une commune, peut-être de rendre la donnée accessible à la direction de la culture aussi chez nous, peut-être que s'ils ont envie de mettre en place, je ne sais pas moi, un spectacle sur un bâtiment qui a été pointé dans le cadre de l'évaluation patrimoniale participative, bah, c'est l'occasion de le faire. Vraiment, c'est ne pas limiter la vision du patrimoine au projet par lequel on l'aborde. Peut-être que le dernier élément à mettre en avant, c'est de décorréler la valorisation, dans notre cas par exemple de l'évaluation patrimoniale participative, du projet auquel il est associé. Décorréler la dynamique qu'on a mis en place, de ce pourquoi on a mis en place, du projet pour lequel on a mis en place. Parce que le projet, lui, il a un début et une fin qui peut être différente de la dynamique qu'on a créée. À partir du moment où on a créé une dynamique autour du patrimoine, ben on va peut-être créer des attentes qui sont différentes du projet dans lequel on a commencé ce projet. Et il faut être capable donc derrière d'y répondre et de continuer à animer ce réseau si jamais la dynamique et les gens qui y participent souhaitent qu'on continue à l'animer. Et ça, c'est quelque chose qui est, c'est la chose qui est la plus compliquée à faire dans du participatif, c'est être capable de répondre à une attente qu'on n'avait pas prévue à la base. Peut-être que ça va créer un engouement. Et ben, il faut que dans la restitution, dans la valorisation, on soit au rendez-vous pour remercier les membres de la communauté patrimoniale qui nous ont aidés.